Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur les antennes du groupe Label Média. Groupe Label Média composé de Label Radio, de Sunu Label qui est une chaîne de télévision au cœur du Sénégal et de Label Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Vous le savez, le talk nous permet de rencontrer une personnalité africaine et de faire avec cette personnalité le tour d'une question bien précise. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'Afrique face aux enjeux géopolitiques actuels. Et pour ce faire, nous sommes en compagnie de Dr Sering Bamba Gaye, qui est politologue et spécialiste des relations internationales. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Georges. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être en notre compagnie et de nous faire partager votre vision de la situation de l'Afrique aujourd'hui, dans un monde globalisé, mais dans un monde en crise, n'est-ce pas? Vous avez parfaitement raison. L'Afrique n'est pas un îlot. L'Afrique est enchâssée dans le cadre de la mondialisation et l'Afrique vit ses propres problèmes qui sont en fait le fruit de mutations historiques et structurelles, mais en même temps, l'Afrique vit les bouleversements des crises aujourd'hui qui agitent les relations internationales. Et au moment où je parle, nous sommes de plein fouet dans le cadre de la crise qui oppose l'Ukraine et la Russie. Et cette crise a montré aujourd'hui toutes les vulnérabilités auxquelles le continent africain est confronté en termes d'approvisionnement, notamment de denrées de première nécessité comme le blé, les engrais, mais également pour avoir accédé au pétrole à un prix qui est un prix tout à fait conforme à nos réalités macroéconomiques. Et vous conviendrez avec moi donc, monsieur Georges, qu'une crise qui est très loin de l'Afrique peut avoir des conséquences sur le vécu des Africains, également des conséquences sur les relances macroéconomiques que la plupart de nos États avaient initiées au sortir de la crise de la Covid-19, qui était également un autre choc exogène. Donc l'Afrique aujourd'hui, comme beaucoup de continents, beaucoup de régions du monde, sont confrontés donc à ces chocs, notamment les chocs sanitaires, les chocs économiques, les chocs sécuritaires. Et cela montre quoi? Qu'on est dans un monde aujourd'hui, il y a une redistribution de la puissance et du pouvoir, parce que le monde était un monde unipolaire après la chute du mur de Berlin. C'était le moment de l'hyper-puissance américaine. Ce moment-là est en train de disparaître graduellement avec l'arrivée de nouveaux acteurs qui contestent l'hégémonie américaine, mais également l'avènement d'autres problématiques comme le terrorisme, la question du changement climatique, qui font que le monde bouge et le monde est agité par des tensions, par des contradictions, et donc il y a des crises. Ces crises affectent le monde de manière globale. Et l'Afrique n'est pas épargnée par ces crises. Et en même temps, l'Afrique est confrontée à des défis structurels comme le fait que l'Afrique ne parvient pas à se nourrir, à produire suffisamment de céréales pour se nourrir. L'Afrique également a des difficultés aussi pour pouvoir accéder à l'énergie. L'Afrique ne produit pas suffisamment d'énergie. Or, quand on n'a pas d'énergie, on ne peut pas transformer en fait la production, on ne peut pas s'industrialiser. L'Afrique également, la Covid-19 l'a montré, a beaucoup de difficultés à avoir des systèmes de santé capables de faire face à des chocs sanitaires, mais également l'Afrique a beaucoup de difficultés à assurer sa sécurité. L'Afrique est le continent où il y a le plus grand nombre d'opérations de maintien de la paix. L'Afrique est traversée de part en part par des crises, conflits communautaires, menaces asymétriques. Et enfin, l'Afrique aussi est victime du changement climatique. Donc vous conviendrez donc avec avec moi, M. Georges, que nous avons en fait des défis structurels, des vulnérabilités. Et ces vulnérabilités, nous devons les résoudre dans un contexte d'une mondialisation agitée, mais également dans un contexte marqué par la résurgence en fait des conflits, comme le conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie. Voilà, vous avez bien campé le décor, il est très large, il est très vaste. Nous allons prendre à l'intérieur un certain nombre de points, mais avant de continuer, on voudrait connaître davantage notre invité, Dr Sering Bamba Gaye. Vous êtes politologue, spécialiste des relations internationales, mais vous avez touché à un certain nombre de disciplines.
quelles sont-elles? Ah oui, je pense que j'ai un parcours académique professionnel qui en fait me met au cœur des problématiques de l'Afrique contemporaine, et ce sont les problèmes du développement. J'ai pu avoir en fait une formation en planification économique. C'est les problèmes liés aux mutations sociales, politiques, économiques. J'ai une formation en sociologie, en anthropologie. C'est également c'est également la capacité de comprendre ce qui fait sens. J'ai également une formation en sociologie. Enfin, j'ai aussi une formation en relations internationales, en politique publique, qui me permet de comprendre la relation entre le local et le global, l'Afrique dans les relations internationales, mais la nécessité d'avoir des politiques publiques qui sont des politiques publiques inclusives. Donc, ma formation universitaire est une formation pluridisciplinaire qui charrie des disciplines comme la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, l'économique et les sciences politiques. Est-ce que vous enseignez justement tout ce que vous avez fait, vous avez pu accumuler comme savoir? Ah ben, je pense que j'ai pu avoir une formation académique pluridisciplinaire, comme je viens de le montrer. Mais en fait, ce qui est plus important chez moi, c'est mon vécu professionnel. Je travaille depuis 1986. D'abord, au niveau de l'administration, j'ai été haut fonctionnaire au Sénégal dans plusieurs ministères, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère du Plan, de l'Économie et des Finances. Et au Canada, j'ai été Senior Project Manager et ensuite chef de bureau au Centre Pearson à Montréal. J'ai enseigné à l'Université de Montréal au département des sciences politiques, mais également actuellement, à mon retour au Sénégal, j'enseigne depuis quelques années au niveau du Centre des hautes études de défense et de sécurité. Et tous les enseignements que je dispense, évidemment, ont un soubassement académique indéniable, mais mon vécu à travers l'Afrique et le monde me permet de donner un corps à des théories universitaires qui peuvent être désincarnées et de permettre à mes auditeurs, à mes étudiants, d'avoir cette relation dialectique entre la théorie et la pratique, mais en même temps de pouvoir étayer mon enseignement sur des vécus, sur en fait des problématiques sur lesquelles j'étais impliqué, sur des dossiers où j'étais impliqué, sur les questions de paix et de sécurité, sur les questions de politique publique, sur les questions liées aux négociations internationales, sur des questions liées aux tensions ethniques, etc., aux problèmes communautaires. Donc je pense que tout cela montre que un intellectuel doit être adossé à un background scientifique important, parce que pour comprendre les enjeux auxquels l'Afrique est confrontée sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, mais en même temps sur le plan environnemental, nous devons avoir une capacité pour pouvoir comprendre ce qui fait sens. Et au-delà, voir au-delà du cas africain, trouver les liens, les interrelations entre l'Afrique et le monde. Parce qu'il faut, comme le disait Aimé Césaire, il y a deux manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. Cela veut dire que nous ne devons jamais être dans un repli sur soi. Nous devons refuser le ghetto, ces tribus modernes qui sont en train d'essaimer et qui prennent ces reflux identitaires. Nous devons être en même temps nous-mêmes, c'est-à-dire la capacité de nous enraciner dans nos valeurs positives, pour parler comme Senghor, mais en même temps notre capacité à nous ouvrir à l'universel. Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde global. On ne peut pas en fait ne pas tenir compte de la complexité de la mondialisation, et chaque jour nous montrons que ce qui se passe ailleurs a des répercussions en Afrique. Donc nous devons toujours être dans une sorte de tension entre le local et le global, entre la dimension africaine et la dimension internationale, parce que en définitive, l'Afrique n'est pas isolée. L'Afrique est enchâssée dans la mondialisation, et cela rend difficile notre travail, d'abord de conceptualisation, de compréhension des enjeux, pour ne pas tomber dans le court terme, pour ne pas être des gens en fait repliés sur eux-mêmes, mais pouvoir en fait comment on doit connecter l'Afrique au reste du monde en défendant les intérêts de l'Afrique, son identité, mais en même temps en s'ouvrant à l'autre, en respectant l'autre, en respectant la diversité, en respectant tout simplement l'humain, parce que nous sommes dans un monde, certes nous sommes différents sur le plan de la couleur de la peau, mais nous sommes les mêmes parce que la problématique elle est la même. Nous devons travailler à ce que la civilisation puisse triompher et non pas la barbarie.
Bien. Alors, nous sommes donc à la bonne adresse et nous allons, comme vous l'avez dit dans vos propos, commencer par nous-mêmes et puis ensuite nous ouvrir au monde. Alors, on va commencer par l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est en proie à plusieurs difficultés. On va choisir juste deux. On va choisir les coups d'État qui sont de retour et on va choisir le terrorisme. Allons-y donc pour les coups d'État. Qu'est-ce qui explique que aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest se caractérise par des coups d'État? Oui, c'est vrai. Depuis bientôt 2 ans, on assiste au retour des coups d'État au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, au Tchad. Et on peut avant ça au Soudan. Et même il y a eu des menaces en Guinée-Bissau. Il y a des menaces en Guinée-Bissau. Ouais. Et cela, en fait, nous interpelle parce qu'on était dans une sorte, en fait, d'ivresse démocratique que nous avons vécu après la chute du mur de Berlin avec cette vague de démocratisation où véritablement pendant 30 ans, on n'avait plus assisté véritablement à des coups d'État à l'exception de la Guinée-Bissau. Et on pensait que ce moment historique était irréversible et brutalement, il y a en fait le retour des coups d'État. Je pense que M. Georges, pour comprendre ce retour des coups d'État, il faudrait l'interpréter sur un triple plan. Le premier plan, c'est que chaque coup d'État est lié d'abord à la spécificité du pays dans lequel le coup d'État a lieu. Le coup d'État en Guinée n'est pas le même que le coup d'État au Mali. Le coup d'État au Mali n'est pas le même que le coup d'État au Burkina. Et celui-là n'est pas le même que le coup d'État au Tchad. Donc je pense qu'il ne faut pas d'abord, il faut avoir une dimension empirique, une lecture nationale de ces coups d'État. Et quand on prend en fait le coup d'État au Mali, on se rend compte que ce qui a déclenché le coup d'État, c'est lié également à la contestation électorale après les élections de 2019. Et ces élections sont déroulées de manière frauduleuse et cela en fait a créé une sorte de contestation de l'opposition et n'étant pas capable de trouver les solutions à l'interne, la situation est allée de mal en pire jusqu'à ce que le mouvement insurrectionnel dirigé par le M5 a pu contraindre le gouvernement dans une mauvaise posture et l'armée a ramassé véritablement la contestation populaire. En Guinée, le coup d'État, on peut l'expliquer du point de vue en fait de la problématique du troisième mandat. Était-il inéluctable en Guinée? Du point de vue de la problématique du troisième mandat. C'est parce que véritablement Alpha Condé s'est entêté à faire un troisième mandat qui se soldait par la mort de centaines de Guinéens. Et cela a véritablement créé une cassure profonde au pays et que bien qu'étant élu, ce gouvernement-là, Alpha Condé n'a plus de légitimité. Il n'y avait pas une autre possibilité que le coup d'État? Oui, mais il y a toujours des possibilités. Mais vous m'avez posé une question pour me demander comment j'analyse la problématique des coups d'État. Et le coup d'État au Burkina Faso est lié à la situation sécuritaire. L'incapacité du président Marc Kaboré à trouver une sortie de crise. Et la crise, ça, c'est le justificatif. La crise sécuritaire avait véritablement paralysé le pays. Plus de la moitié du pays a été occupé. Il y avait plus de 1 million de déplacés. Donc il y avait une crise sécuritaire, humanitaire, qui faisait véritablement que le gouvernement apparaissait comme incapable à faire face à cette crise. Donc, vous convenez avec moi que pour comprendre ce coup d'État, il faut savoir ce qui s'est passé localement. L'autre élément, c'est que les causes structurelles. Les causes structurelles, c'est quoi? C'est que les régimes politiques dans nos pays sont à bout de souffle. À bout de souffle. Parce que 30 ans d'expérience démocratique ont montré que véritablement, la démocratie n'avait pas d'ancrage social. On s'est focalisé sur l'élection. Comment prendre le pouvoir et le garder. Mais par contre, on n'a pas du tout mis l'accent sur la construction d'institutions fortes, sur la nécessité de répondre aux besoins sociaux des populations, mais en même temps de pouvoir doter nos pays de forces de défense et de sécurité permettant en fait de faire face à des menaces. Donc on est à un essoufflement de nos systèmes politiques. Les mêmes systèmes politiques, vous conviendrez avec moi, sont marqués par l'hyperprésidentialisme et également la gestion néopatrimoniale. C'est-à-dire que tout le pouvoir est entre les mains du président, et cet hyperprésidentialisme véritablement fait que à chaque fois qu'il y a des crises, le président véritablement est seul, et quand il ne peut pas résoudre les crises, c'est sa légitimité qui est en cause, et une fois en fait contestée, et c'est sa chute
programmé, qui est annoncé. Faut-il aller à des régimes parlementaires? Oui, les régimes parlementaires, tout dépend des pays. C'est-à-dire que je me garderai à donner en fait des recettes. Pourquoi? Parce que la dimension politique est liée à l'historicité. C'est-à-dire que tout pays a son génie politique et tout pays doit inventer véritablement le système politique qui sied à ses besoins, qui sied véritablement à sa culture et qui sied également aux demandes de la société. Ce qu'il faudrait montrer en Afrique, au-delà en fait de la forme du régime présidentiel ou parlementaire, c'est-à-dire que nos systèmes politiques ont été construits à la mesure d'un homme, à la mesure d'un clan, à la mesure d'un pouvoir. Et cela peut marcher un moment, mais au bout du compte, ce système va s'essouffler. Et quand ce système s'essouffle, il entraîne des crises et des tensions. Et ce qui explique aujourd'hui que dans la plupart des pays africains, on sent cette logique. Il y a un choc de logique, une tension entre ceux qui veulent conserver le pouvoir à travers les changements de constitution, à travers le troisième mandat, à travers la répression, et le besoin très profond au niveau des populations, en particulier des jeunes, des femmes et des élites qui veulent transformer l'Afrique. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est traversée de part en part par ce choc de logique. La logique qui est basée d'une part sur la conservation du pouvoir et l'autre qui est basée sur la nécessité de refonder le pouvoir et le système politique. Et on peut dire à l'heure actuelle, aucun pays en Afrique de l'Ouest n'échappe à cette tension, à ces deux logiques. Et je pense que c'est ce qui explique que du point de vue structurel la problématique des coups d'État. Et ce qui s'est passé au Mali peut se passer dans plusieurs autres pays de la sous-région. Donc personne n'est à l'abri. Je pense que le moment est venu aujourd'hui de renouveler la perspective politique pour permettre en fait à nos systèmes de se renouveler. Sinon, le statu quo ne peut que déboucher sous des crises et des tensions politiques. Surtout que quand une jeune s'installe, au début, elle annonce que c'est pour faire un nettoyage de tout et puis ensuite, elle s'installe durablement. Alors, on va quitter les coups d'État pour aller à quelque chose qui n'est pas du tout loin. C'est le terrorisme qui sévit en Afrique, d'abord dans la partie sahélienne, et qui est en train de descendre doucement sur les pays de la côte. Oui, je pense que l'Afrique n'est pas le seul continent qui est confronté à ce qu'on appelle la menace terroriste. Depuis bientôt 30 ans, le terrorisme fait partie en fait des relations internationales parce que le terrorisme a cette capacité de nuire, a cette capacité également d'affaiblir les États, et la plupart de nos forces de défense et de sécurité n'étaient pas formées, outillées pour faire à ces menaces. Deuxièmement, le terrorisme est devenu un phénomène mondial. Le phénomène mondial, les groupes qui sévissent en Afrique comme AQMI, comme également l'État islamique dans le Grand Sahel, ne sont que des franchises d'autres organisations qui sont nées ailleurs en Afrique et qui ont la prétention aujourd'hui de remettre en cause les pouvoirs politiques dans les pays dans lesquels ils sont installés, mais en même temps de décréter une nouvelle page de relations internationales qui serait basée véritablement sur leur manière de concevoir la politique et la religion. Justement, on a envie de comprendre pourquoi le terrorisme, les terroristes visent quoi? Ils recherchent quoi? Quel est leur objectif? Ouais, c'est une question très large, mais en fait, les grands mouvements terroristes aujourd'hui qui ont bouleversé l'ordre international, parce que c'est véritablement de ça qu'il s'agit, depuis les attentats du World Trade Center en 2001, et depuis également le développement d'Al-Qaïda en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, et l'arrivée de l'État islamique, ces mouvements, en fait, estiment que l'ordre dans lequel nous vivons est un ordre radicalement qu'il faut détruire. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est un ordre qui n'est pas basé sur la loi de Dieu. En même temps, ils estiment qu'ils ont une mission pour régénérer une nouvelle société à travers un certain nombre d'objectifs, notamment en matière de justice sociale, en matière de relations hommes et femmes. Mais en même temps, ce mouvement estime qu'il doit avoir un gouvernement mondial, une sorte de khalifa au niveau mondial, et qui aura la seule légitimité
parce que sont basés sur des préceptes religieux. Mais à l'évidence, on se rend compte que autant ils convoquent l'islam, mais leur vision de l'islam est une vision qui est une vision très contestée. Parce que par essence, l'islam est une religion de paix. Et en fait, le véritable djihad dont parle l'islam et dont Cheikh Ahmadou Bamba parle, c'est le djihad à partir de la science et de l'amour. Donc cette vision qu'ils veulent imposer au nom de l'islam est une vision même qui est contestée par les propres musulmans. Donc à l'évidence, ces groupes qui se réclament en fait de la religion islamique aujourd'hui sont en train de nuire à l'image de paix, à la mission que l'islam a d'unifier les peuples du monde à travers cette ascèse vers Dieu, mais en même temps le fait que les humains doivent s'aimer parce que nous sommes tous des créatures de Dieu. Donc il y a un débat philosophique et qui est important, et ce débat, on doit le montrer. C'est pourquoi dans la plupart des pays musulmans, il y a un effort qui est fait pour déconstruire ce discours des intégristes, pour montrer qu'ils s'approprient l'islam, mais l'islam, en fait, ne prône pas la violence. Au contraire, il y a toute une tradition soufie dans les pays du Sahel, au Sénégal, au Niger, au Mali, au Tchad, etc. Et cette tradition soufie est une tradition historique vieille de plusieurs siècles. Et au cœur de cette tradition, ce qui est mis en exergue, c'est quoi? C'est la nécessité de bâtir des relations humaines autour de la fraternité, autour en fait du culte du savoir, du culte de Dieu, à travers ce qu'on appelle la science, à travers ce qu'on appelle l'adoration de Dieu, mais également cette fraternité humaine. Parce qu'on ne peut pas se réclamer de Dieu et tuer des innocents. On ne peut pas se réclamer de Dieu et vouloir par la violence imposer son point de vue. Parce qu'en fait, notre Dieu est un Dieu d'amour et de paix. Et c'est ça, en fait, ce travail qu'il faudrait faire, un travail pour déconstruire ce discours sur la radicalité, pour montrer qu'en dernière instance, ce qui fait sens, ce n'est pas les oppositions, mais ce qui fait sens, c'est que nous puissions nous unir en notre sein. Parce que nous devons collectivement être en fait des humains et aussi défendre le genre humain. Parce que nous sommes, comme le disent les musulmans, les khalifes de Dieu sur terre. Parce que nous avons cette mission. Et cette mission, elle est avant tout une mission basée sur la fraternité, basée sur la justice, mais également l'amour du prochain. Alors justement, quand on vous écoute, on voit que le discours que vous tenez va à l'encontre de ce qui se passe quand on regarde comment les politiques essaient de trouver des solutions à cette difficulté. La plupart des politiques, choisissent la voie de la force, c'est-à-dire la voie militaire. Est-ce que c'est de cette façon que ce problème peut se régler, surtout que quand on prend le cas du Burkina Faso, on a vu qu'il y a eu un coup d'État, vous l'avez rappelé tout à l'heure, un coup d'État qui est venu parce que justement l'ancien président avait du mal à juguler les problèmes liés au terrorisme. Vous avez raison, c'est-à-dire que quand la menace terroriste s'est imposée dans nos États, nos gouvernements ont essayé de réagir. Et je pense qu'il ne faut pas quand même les critiquer toujours en disant qu'ils n'ont rien fait. Ils ont essayé avec les moyens du mort pour réagir, et la première réponse apportée par nos gouvernements a été une réponse d'ordre sécuritaire en disant écoutez, face en fait à l'arrivée de ces groupes terroristes, nous allons déployer nos forces de défense et de sécurité, l'armée, la gendarmerie, la police et tous les corps paramilitaires. Et à l'évidence, les résultats obtenus sont mitigés parce que nos forces de défense et de sécurité n'étaient pas formées, et préparées pour affronter avec succès ces menaces. Il s'ajoute que dans certains pays, on a fait appel à des acteurs extérieurs, à des pays qui militairement étaient très puissants, comme la France, les États-Unis, mais aussi les résultats obtenus n'ont pas été des résultats probants, et on se rend compte aujourd'hui que autant il faudrait apporter la riposte au plan militaire, mais le tout sécuritaire n'est pas suffisant. Il faut jouer les questions de développement. Et qu'en vérité, pour résoudre dans la durée la question du terrorisme, de ce qu'on appelle l'extrémisme violent, il faudrait avoir une approche holistique. C'est-à-dire voir aujourd'hui pourquoi ces mouvements se développent.
en dépit et malgré tout ce qui a été fait au plan sécuritaire, ce mouvement se développe. Et on se rend compte très rapidement que véritablement, c'est parce qu'on est dans des sociétés vulnérables. Il y a beaucoup de vulnérabilité. Et ces vulnérabilités entraînent des conflits, entraînent des tensions. Et cela permet également aux groupes terroristes d'exploiter ces conflits et ces tensions et de pouvoir retourner notamment les jeunes et les communautés contre leur propre État. Donc, le problème qui se pose, c'est véritablement comment bâtir le développement, comment apporter l'espoir, comment faire en sorte que l'État soit présent, comment faire en sorte que l'État puisse accompagner les populations, comment faire en sorte qu'il y ait une gouvernance locale, comment faire en sorte que les conflits autour de la terre, autour des ressources puissent être résolus de manière démocratique. Comment faire en sorte véritablement que la jeunesse puisse avoir de l'espoir et que la jeunesse puisse véritablement croire à ce que le gouvernement initie comme politique. Donc vous conviendrez avec moi, M. Georges, que nous sommes là autour de problématiques structurelles, des questions centrales. Et malheureusement, on a tardé à comprendre les véritables enjeux. Je pense que le problème qui se pose, c'est que nous payons les erreurs, nous payons les échecs de nos États postcoloniaux qui n'ont pas été capables véritablement de pouvoir résoudre les questions du développement, de pouvoir créer des nations soudées, mais en même temps de pouvoir donner espoir à des jeunesses, à une jeunesse qui pense qu'elle est délaissée. Donc la situation que nous vivons aujourd'hui nous interpelle et montre que véritablement, si nous voulons réussir, il faudrait véritablement que nous puissions être capables de refonder nos États, de refonder nos institutions, de créer ce lien social. Cela me paraît important parce qu'on est dans des sociétés cassées. On est dans des sociétés où il y a trop d'inégalités. Or, dans une société, quand les inégalités sont fortes, cela crée en fait des tensions. Et ces tensions peuvent permettre à des éléments qui peuvent détruire la société de s'y engouffrer et de pouvoir véritablement créer le chaos. Exactement, nous vivons cette situation dans plusieurs pays en Afrique et notamment au Sahel. Eh bien voilà, je crois que Dr Sering Bamba Gaye, vous avez bien expliqué la chose. On comprend que face au terrorisme, il faut une approche, des réponses beaucoup plus globales que se concentrer sur des ripostes militaires. On continue de parcourir les difficultés qui assaillent l'Afrique et comme si les coups d'État et le terrorisme n'étaient pas suffisants, il y a maintenant cette crise sanitaire, la pandémie du coronavirus, certes qui n'a pas frappé de façon forte les individus en Afrique, mais qui a quand même déglingué les économies. Ah, vous avez tout à fait raison. Cette crise est une crise sanitaire qui a eu des conséquences qui ont impacté l'ensemble de la société. C'est une crise sanitaire, mais elle fait partie de ce qu'on appelle les chocs exogènes. Parce qu'en vérité, cette crise, la COVID-19, elle a pris naissance en Asie. Ensuite, elle a traversé tous les continents pour venir en Afrique. Donc, on appelle ça un choc exogène. Et cette crise sanitaire, elle a révélé également nos difficultés, nos vulnérabilités véritablement à faire face à cette crise. Parce déjà au niveau des infrastructures. Oui, parce que quand la crise a éclaté, on se rend compte qu'on n'avait pas d'équipement, on n'avait pas de matériel. Pourquoi? Parce que on n'était pas impliqué, on n'était pas enchâssé dans les chaînes de valeur. Parce que comme vous le savez, M. Georges, on est dans un monde mondialisé. Et dans un monde mondialisé, pour pouvoir accéder à certains produits, pour pouvoir en bénéficier et surtout au moment où il le faut, il faut être dans des chaînes de valeur. Et quand il y a eu la COVID-19, il y a eu la chaîne de valeur sanitaire. L'Afrique était absente. L'Afrique ne produisait pas les équipements, l'Afrique ne les commercialisait pas et l'Afrique ne pouvait pas en disposer. On s'est rendu compte, par exemple, que le simple coton qu'on produit n'est pas utilisé dans les formations sanitaires. Mais parce que tout simplement, on n'était pas dans la chaîne de valeur qui nous permettait de produire ces équipements et d'en disposer le moment venu. Donc la crise révèle quoi? Elle révèle que nous sommes sous-équipés, mais en même temps, en période de crise, au moment où la demande est forte,
qu'on ne peut pas obtenir ce que nous voulons parce que tout simplement, nous ne sommes pas dans les chaînes de valeur de la mondialisation. Ça, c'est la première chose que la crise a révélée. La deuxième chose que la crise a révélée, c'est que nos systèmes de santé n'étaient pas des systèmes de santé performants parce qu'on n'a pas eu suffisamment de machines, on n'a pas eu suffisamment de personnel, on n'a pas eu suffisamment d'équipements pour traiter les cas les plus graves. Conséquence, il y a eu beaucoup de personnes qui ont disparu de cette maladie. Et également, la troisième chose que la crise révèle, c'est que nous devons véritablement anticiper maintenant sur ces crises. Parce que la COVID-19, de l'avis de tous les scientifiques, ne sera pas la dernière crise qu'on appelle les zoonoses. Il y a eu le SRAS, il y a eu d'autres, Ebola, etc. Et les études scientifiques les plus sérieuses montrent que aujourd'hui, il y aura dans l'avenir d'autres types de maladies qu'on appelle les zoonoses. Et si nos systèmes de santé ne sont pas préparés pour les affronter, la prochaine crise sanitaire risque d'être plus grave que celle que nous vivons. Donc au total, cette crise de la COVID-19 montre que au-delà de notre capacité à faire face à la maladie, parce que grosso modo, les pays africains, chacun de son côté, a eu à faire des efforts pour contenir la maladie n'a pas eu l'expansion qu'on craignait. Deuxièmement, il y a eu des solutions au niveau de l'Union africaine, au niveau de certaines organisations régionales, il y a l'appui de certains partenaires, mais on se rend compte qu'en dépit de tout cela, l'Afrique n'était pas capable à elle seule de pouvoir juguler la pandémie. Donc c'est une très grande leçon que nous devons apprendre, c'est-à-dire que nous avons des vulnérabilités en matière de santé et que ces vulnérabilités, pour les résoudre, il faut que nous puissions avoir de très bonnes politiques publiques. Il faut que nous puissions investir davantage dans la santé. Il faut que nous puissions avoir les meilleurs scientifiques et que nous puissions véritablement avoir des systèmes de santé inclusifs. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que toutes les infrastructures soient concentrées dans les capitales. Dans les capitales. Il faudrait qu'il y ait un maillage des structures de santé au niveau national. Il faudrait véritablement faire en sorte que l'offre de santé dans les localités les plus reculées puisse recevoir un traitement adéquat avec les spécialistes formés dans les meilleures écoles. Donc je pense que c'est quelque chose que nous devons comprendre pour dire qu'effectivement, ça a été un moment grave, mais nous devons apprendre de ce qui s'est passé, tenir compte de nos faiblesses et de nos erreurs pour construire des systèmes de santé forts et résilients. Mais ça va se faire dans la durée. Ça ne peut pas se faire seulement dans le court terme. Donc ça demande une démarche, une vision stratégique, une planification stratégique qui va permettre véritablement d'allouer les ressources publiques, l'aide au développement à travers en fait une planification qui nous permettra de bâtir un système de santé, qui nous permettra de bâtir également nos capacités en matière de risques sanitaires dans le court, le moyen et le long terme. Alors question, est-ce que dans la riposte face au coronavirus, est-ce que les pays africains n'ont pas fait, comme dit le citoyen ordinaire, un peu trop de copier-coller? Il y a des pays africains, par exemple, qui ont refusé de se laisser confiner, qui ont refusé le confinement, alors que la grande majorité des pays africains, l'on a décidé de faire un peu comme ce qui se faisait en Europe. En vérité, je pense qu'il faut être indulgent. Cette crise sanitaire d'envergure mondiale a surpris tout le monde. Et qu'en vérité, aucun pays n'était préparé à l'affronter. Qu'il soit un pays puissant, un pays moins puissant, un pays du Nord, un pays du Sud. C'était une crise sanitaire mondiale. On n'a pas vu venir. C'était un choc exogène et cela véritablement a déstabilisé nos capacités de riposte dans tous les pays du monde parce qu'on n'était pas préparé et on n'était pas outillé et il y avait l'amplitude de la crise qui faisait que on pensait que la crise on pouvait la régler en 1 mois, 2 mois, or la crise pratiquement a plus de 2 ans. Donc je pense que devant ces situations, chaque gouvernement a essayé de prendre les mesures d'urgence pour pouvoir endiguer la crise et
chemin faisant, on a appris de nos erreurs, on a vu que certaines mesures étaient bonnes, d'autres mesures étaient moins bonnes. Et 2 ans après, je pense qu'avec le recul, on peut voir qu'on a suffisamment d'informations, de pratiques, de bonnes pratiques et de mauvaises pratiques qui nous permettront véritablement d'affronter la future crise sanitaire. Mais je persiste que si nous devons affronter avec succès une future crise sanitaire, il faudrait véritablement que nous puissions tenir les leçons de ce que nous avons vécu et préparer à travers une perspective, une dimension stratégique forte, nos capacités de riposte, rebâtir nos systèmes de santé, former en fait le personnel, mais en même temps renforcer ce qu'on appelle notre souveraineté sanitaire. Nous devons en Afrique fabriquer les médicaments, les vaccins dont nous avons besoin. C'est l'un des gros problèmes. Mais c'est un gros problème, mais je suis optimiste parce que dans certains pays africains, comme en Afrique du Sud, au Sénégal, au Rwanda et au Maroc, des efforts importants sont en train de se faire pour pouvoir avoir une autonomie stratégique en matière de fabrication de vaccins. C'est quelque chose qu'il faut encourager pour qu'il y ait une capacité africaine en matière de production de vaccins et de tous les vaccins dont nous avons besoin pour qu'in fine, quand il y aura une crise sanitaire comme celle que nous allons vivre, qu'on ne soit pas obligés toujours de dépendre de l'extérieur. Docteur Serigne Bamba Gaye, on va continuer de notre périple, l'Afrique noyée pratiquement dans les difficultés, dans les crises. Il y a 7 autres difficultés constituées par le pétrole qui s'est vendu mal, qui se vend mal depuis 2013-2014, alors que ils sont nombreux, les pays africains, qui ont cette denrée-là, l'or noir, comme ressource principale. Je pense que la crise que nous vivons montre toutes les difficultés que l'Afrique éprouve à pouvoir être ravitaillée en matière de carburant et de pétrole. Pourquoi? Parce que le carburant que nous consommons en Afrique, à travers les usages que nous faisons au niveau de l'automobile, à la production de l'électricité, etc., c'est du pétrole raffiné, qui n'est pas produit généralement en Afrique et qui est produit en fait dans des pays comme la Russie, les pays du Golfe, etc. Et avec les tensions qui découlent de la crise en Ukraine, il y a des problèmes en termes logistiques, c'est-à-dire comment acheminer le pétrole en quantité suffisante au niveau des États africains et dans plusieurs pays du monde. Deuxièmement, cette crise, comme toute crise, affecte en fait la nature des prix. Donc il y a eu renchérissement du prix du pétrole. Le prix du pétrole aujourd'hui est aux environs de 150 euros. Il y a une remontée, mais pendant longtemps, il y a eu cette cassure. Oui, il y a eu, aujourd'hui, il est dans l'ordre de 150 euros. Donc, ce qui fait, in fine, que le pétrole coûte plus cher. Et donc, il y a 2 tensions auxquelles nous devons faire face. La difficulté à avoir le pétrole en quantité suffisante. Et deuxièmement, la difficulté que nous avons pour payer ce pétrole parce que le pétrole devient cher. Et ça, aujourd'hui, a des conséquences au niveau de la production de l'électricité, au niveau de l'approvisionnement des ménages et également au niveau de la mobilité des usagers. Mais on se rend compte aussi que c'est une situation paradoxale parce que l'Afrique est un continent qui regorge de pétrole. Il y a beaucoup de pays qui produisent du pétrole comme le Nigeria, comme l'Angola, le Congo, comme le Gabon, l'Algérie. Mais l'Afrique n'est pas du tout en mesure d'avoir suffisamment de pétrole raffiné. Donc ça pose quoi? C'est-à-dire que nous ne sommes pas aujourd'hui... Ça pose le problème de la transformation de nos matières premières? Oui, ça pose le problème de la transformation de nos matières premières. On est dans une division internationale du travail où l'Afrique produit des matières premières brutes, mais l'Afrique ne les transforme pas. Donc, cette situation qui perdure depuis 60 ans et même bien avant est de nature véritablement à handicaper le développement de l'Afrique. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les capacités pour avoir une souveraineté sur le plan énergétique. Et en période de crise, tout cela devient de vulnérabilité. Donc je pense que l'une des leçons apprises de cette crise est quoi? C'est que nous devons avoir les capacités pour raffiner le pétrole, mais en même temps pour pouvoir distribuer le pétrole
en Afrique et ne pas être victime des chocs exogènes comme celui que nous vivons, mais en même temps sortir de cette dépendance structurelle qui fait que l'Afrique est toujours dépendante structurellement parce que l'Afrique ne parvient pas à transformer ses matières premières, à créer la valeur ajoutée, à avoir ce qu'on appelle une autonomie stratégique. Or, le Sénégal, par exemple. Dans un monde mondialisé, quand un pays, un continent n'a pas une autonomie stratégique, ce continent devient vulnérable, surtout quand il y a des chocs exogènes. Or, nous venons de vivre 2 chocs exogènes. Nous venons de vivre le choc exogène qui est né de la COVID-19, qui a montré toutes les vulnérabilités de l'Afrique, je viens d'en parler. Et la crise que nous vivons, la crise ukrainienne, qui est le deuxième choc en moins de 2 ans, montre aussi toutes nos vulnérabilités. C'est-à-dire que le moment est venu pour que l'Afrique se batte pour avoir une autonomie stratégique. Sans autonomie stratégique, on va y arriver, docteur. On ne peut pas exister. On va y arriver, mais juste une parenthèse pour dire que le Sénégal se prépare à être un pays producteur de gaz et de pétrole. Comment est-ce que ça va se passer et qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour que le cas du Sénégal ne ressemble pas à celui du Tchad ou du Gabon, par exemple? Le Sénégal doit tirer les leçons, qui ont émaillé et l'exploitation des matières premières en Afrique. C'est-à-dire que le Sénégal doit éviter de vendre ses hydrocarbures de manière brute. Le Sénégal doit faire l'effort pour les transformer sur les places. Ça permettra d'avoir une valeur ajoutée. Ça permettra également au Sénégal de tirer le maximum de profit de sa richesse. Au niveau de l'emploi. Ça permettra de développer le secteur privé local. Ça permettra de développer le transfert de compétences. Et ça permettra au Sénégal d'avoir la souveraineté au plan énergétique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une demande forte au niveau du Sénégal et les autorités sont conscientes. Il faudrait véritablement faire en sorte que le gaz qui a été découvert dans notre pays, dans la zone entre la Mauritanie et le Sénégal, puisse véritablement profiter au Sénégal et permettre au Sénégal de devenir une puissance gazière, non pas un pays qui exporte. Nous devons toujours travailler à avoir ce qu'on appelle suffisamment de poids dans les relations internationales avec les matières premières dont nous bénéficions. Regardez les Émirats arabes, regardez Koweït, c'est des petits pays, mais qui ont judicieusement utilisé leurs ressources, leurs matières premières, en essayant en fait de maîtriser la chaîne de valeur. Parce que le problème, c'est de maîtriser toute la chaîne de valeur au niveau de l'exploitation, au niveau de la production, au niveau de la commercialisation, au niveau de la transformation. C'est ça les enjeux. Ici, on ne maîtrise pas la chaîne de valeur, nous sommes véritablement les acteurs passifs. Le Sénégal doit l'éviter et je pense que les autorités en sont conscientes. Il y a une demande très forte pour que nous puissions, à travers ce pétrole et ce gaz, avoir une autonomie stratégique et permettre en fait au pays d'avoir suffisamment de capacité pour ne plus importer du gaz et du pétrole, mais en même temps de pouvoir alimenter les pays de la sous-région, parce que l'économie sénégalaise est aussi enchâssée dans l'économie sous-régionale. Nous devons construire des grands ensembles sous-régionaux, mais en même temps permettre à l'Afrique de peser dans les relations internationales. Parce que l'Afrique a les capacités pour peser, mais l'Afrique ne pèse pas. Donc il faudrait donc, en fonction de ce que nous avons comme atout, les transformer pour faire graduellement que l'Afrique puisse être un continent qui compte dans les relations internationales. Ce combat-là, nous devons le gagner, nous pouvons le gagner, mais il nous faut un leadership éclairé. Sans ce leadership éclairé, l'Afrique sera à la traîne. Aux 60 ans après les indépendances, il y a ce besoin d'émancipation, ce besoin de transformation radicale. Aujourd'hui, qu'on ressent au niveau du continent, de Rabat à Johannesburg, de Dakar à Mombasa, l'Afrique veut bouger. Il y a en fait ce désir de changement, ce désir de transformation. Nous devons l'accompagner, parce que cela fait partie véritablement de ce que l'histoire aujourd'hui a inscrit à l'ordre du jour. L'Afrique doit prendre en main son destin. Ok, alors comment prendre en main son destin si ce destin-là, il dépend aussi de ce qui se passe ailleurs? Et vous l'avez souvent relevé, la guerre en Ukraine a des répercussions terribles sur le continent africain. Oui, l'Afrique
et dans un monde mondialisé. Et cela montre aussi que l'agenda africain peut réussir comme il peut échouer parce qu'il peut avoir des intérêts divergents qui s'opposent à sa mise en œuvre. Et c'est tout à fait normal. Mais cela doit pousser les Africains également à comprendre les enjeux. Quels sont les enjeux? Il y a 3 enjeux sur lesquels aujourd'hui nous devons être conscients. Travailler à ce qu'il y a davantage de consensus en Afrique, véritablement. Le premier enjeu, c'est que nous devions être capables de faire face aux 5 vulnérabilités dont je venais de parler. Le fait que nous n'avons pas, nous ne produisons pas assez pour nourrir les populations. Et pourtant, nous avons des terres. Oui, et nous avons des terres. Que nos systèmes de santé ne sont pas performants pour faire face à des chocs exogènes comme la COVID-19. Que nous avons des problèmes d'accès à l'énergie. L'Afrique n'est pas capable d'assurer sa propre sécurité. Il y a récurrence de conflits communautaires et de menaces asymétriques. Et enfin, le bouleversement climatique aujourd'hui a créé une nouvelle situation au plan également de l'accès aux ressources. Donc nous devons créer ce consensus pour dire que nous devons faire face pour résoudre ces 5 vulnérabilités. Le deuxième consensus, c'est également faire en sorte que l'Afrique puisse avoir les capacités pour transformer ce que l'Afrique a, notamment les matières premières. Et ça, c'est très important. La question de la transformation, c'est une question qui n'est pas facile. Et c'est une question qu'on ne peut pas régler en une année. C'est une question qui va se résoudre sur le long terme. Donc, il faut une approche graduelle. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le court terme, dans le moyen terme et dans le terme? Comment travailler en ce que les ressources locales puissent être mobilisées? Comment faire en sorte que le secteur privé africain puisse également être impliqué dans la transformation de l'école? Comment créer des chaînes de valeur au niveau de nos États, au niveau régional? Ce sont aujourd'hui les enjeux importants. Le troisième élément qui me paraît important, c'est la question du leadership. C'est-à-dire que nous devons aujourd'hui avoir des leaderships éclairés. C'est-à-dire que toute cette gouvernance qui se repose sur ce que j'appelle l'hyper-présidentialisme, la gestion néo-patrimoniale, cette gouvernance aujourd'hui a fait son temps. Il faudrait aujourd'hui des systèmes beaucoup plus inclusifs. Il faudrait davantage travailler à ce que la démocratie puisse avoir une dimension sociale, que la démocratie ne se réduise plus à la compétition électorale, à la question du pouvoir, que la démocratie doit aussi passer par la prise en compte des intérêts des populations. La prise en compte des transformations au niveau local, l'émancipation des femmes, la question de l'école, la question de nos langues nationales, ce sont des questions importantes. Comment faire en sorte que les citoyens, à travers leur langue, à travers leur histoire, puissent participer pleinement à l'édification de nos États et de nos nations. Donc vous convenez donc avec moi, M. Georges, que ce sont des défis colossaux. Mais ces défis, nous devons les relever parce que l'Afrique n'a plus de choix. Justement, comment les relever si l'Afrique a du mal à s'unir? Cette émission, nous l'enregistrons aujourd'hui, jour de l'Afrique, 25 mai 2022. C'est la journée de l'Afrique. Comment se fait-il que depuis 1963 jusqu'à maintenant, l'Afrique a du mal à s'unir alors que tout le monde sait que les solutions aux problèmes que vous avez posés, eh bien, doivent venir d'abord d'un rassemblement de l'Afrique. L'Afrique est en train de s'unir. L'Afrique est en train de s'unir. Est-ce que c'est pas trop lent que d'efforts ont été faits depuis 1960? Ce processus n'est-il pas trop lent? Oui, on peut dire qu'il est lent, mais quand même l'Afrique est en train de s'unir. Il y a des efforts qui ont été faits depuis 1960, notamment à travers la création d'institutions africaines, à travers l'harmonisation d'un certain nombre de politiques, mais également à travers aussi le décloisonnement des zones. Et dans certaines régions, même, il y a une libre circulation des biens et des personnes. Des efforts ont été faits, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant, pourquoi? Parce que l'Afrique n'émerge pas dans les relations internationales comme étant un acteur important. Or, tant que l'Afrique n'émergera pas dans les relations internationales pour peser de tout son poids pour défendre ses intérêts, l'Afrique sera à la marche. Or, les crises que nous vivons
montrent que l'Afrique a beaucoup de peine à s'affirmer. Donc nous devons construire ensemble la construction de l'unité africaine, mais sous de nouvelles bases. Sous de nouvelles bases. Cette construction de l'unité africaine aujourd'hui devra passer par ce renouvellement aujourd'hui de la perspective, la construction d'une nouvelle économie africaine. Des efforts sont faits au niveau de la ZLECA. Nous devons travailler davantage à ce que l'Afrique puisse avoir plus d'autonomie stratégique, d'indépendance au niveau énergétique, et on peut gagner ce combat, d'indépendance au niveau sanitaire, au niveau économique, mais également, nous devons faire tout également pour que la question de l'unité l'unité politique soit posée à travers ce que j'appelle le fédéralisme régional. Alors, votre discours ce fédéralisme régional permettra au niveau de ce qu'on appelle les communautés régionales d'avoir un certain nombre de pouvoirs partagés, notamment sur la question sécuritaire, sur la question de la politique étrangère, pour davantage créer les conditions d'une Afrique qui se parle, d'une Afrique qui prend conscience de ses faiblesses et de ses forces, et pouvoir, in fine, dans un horizon proche, parvenir à créer les États-Unis d'Afrique. Justement, comment créer ces États-Unis d'Afrique si dans chaque pays, eh bien, on a un président qui est le grand chef, et si on ne pense pas à casser toutes ces frontières. Il y a des exemples qui sont devant nous. Il y a l'exemple des États-Unis, il y a la Russie, ce sont des fédérations. Et l'Afrique a du mal à comprendre qu'il faut aller vers ces grands ensembles dans sa quête de développement. Oui, l'Afrique a du mal à comprendre, mais je pense que la situation que nous vivons montre toutes les limites du modèle national de développement. Vous avez parlé de leadership. Aujourd'hui, le dirigeant africain, quel est le leadership dont il doit faire preuve? Donc, je dis que la crise que nous vivons aujourd'hui montre toutes les limites, en fait, du développement à l'échelle nationale. C'est-à-dire que dans nos États pris individuellement, auront beaucoup de peine aujourd'hui à s'affirmer sur la scène internationale et avoir leur autonomie stratégique en termes de souveraineté sur le plan sanitaire, sur le plan énergétique, sur le plan industriel. Je pense que c'est l'évidence, nous devons travailler au niveau des grands ensembles. Mais le problème, c'est d'avoir ce leadership qui permettra de manière graduelle, je dis, et c'est important, de manière graduelle, de faire les avancées pour vaincre les réticences au niveau national, trouver ce qu'on appelle des plages de convergence. Je suis convaincu d'une approche pragmatique gradualiste. Il faut trouver des plages de convergence sur des dossiers qui me paraissent être les dossiers les plus importants. Les États vont travailler, avancer, et ensuite on pourra arriver à des niveaux plus élevés où la question de la fédération se posera peut-être sous sa dimension régionale, mais sous sa dimension continentale. C'est vrai que ça prend du temps, mais je pense que l'histoire se fait dans la longue durée et il ne faudrait pas véritablement désespérer de l'Afrique. L'Afrique traverse des moments certes difficiles, mais il y a des germes de changement, il y a des vitalités, il y a des forces vives, il y a aujourd'hui cette logique de transformation et de changement que je sens en Afrique. Quand je voyage de Rabat à Johannesburg, de Dakar à Mombasa, l'Afrique bouge, le cœur de l'Afrique bouge. Maintenant, il faudrait faire en sorte que cette palpitation puisse devenir cette grande révolution à laquelle l'Afrique aspire, cette révolution qui va se faire non pas de manière violente mais pacifique, qui permettra à l'Afrique d'exploiter ses atouts, de ne plus être dépendant, mais de devenir graduellement un acteur qui va peser dans les relations internationales. Parce que, M. Georges, je conclus là, il n'y a pas de fatalité dans l'histoire. Les pays asiatiques ont vécu la même situation que l'Afrique. Mais ils n'ont pas la même histoire. Oui, ils n'ont pas certes la même histoire, mais ils étaient confrontés aux mêmes défis structurels que l'Afrique, à la même, en fait, dépendance par rapport à l'étranger, mais ils sont parvenus aujourd'hui à s'en sortir. Ça montre qu'il n'y a pas de fatalité de l'histoire. Nous devons collectivement et de manière personnelle prendre conscience qu'on peut s'en sortir. Ce sera pas facile, ce sera difficile, mais le seul combat qui vaille la peine d'être engagé, c'est le combat pour l'émancipation, pour le devenir de l'Afrique, pour sa transformation, pour qu'enfin l'Afrique puisse être non pas à la marge de l'histoire et des relations internationales, pour que l'Afrique puisse devenir un acteur central dans les relations internationales. Alors pour boucler notre émission, je voudrais prendre un exemple, la guerre en Ukraine, pour
tous ceux qui doutent de la force, de l'importance de l'Afrique, peuvent se rendre compte que depuis que cette guerre a explosé là-bas en Europe, eh bien, les dirigeants européens ont commencé à descendre en Afrique. On a vu le chancelier allemand ici à Dakar, on a vu les dirigeants italiens au Mozambique, en Angola. Eh bien, c'est la ruée vers l'Afrique. Est-ce que l'Afrique est bien consciente de sa grande importance sur l'échiquier mondial? L'Afrique devrait être consciente qu'elle a une valeur stratégique. Une valeur stratégique dans les relations internationales et que la crise aujourd'hui, le conflit en Ukraine le montre parce que le conflit en Ukraine a évolué. Dans un premier temps, c'était un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Maintenant, le conflit devient un conflit entre la Russie et l'Occident. Parce que bien que l'Occident n'est pas impliqué dans le champ de bataille, aujourd'hui, les sanctions prises aujourd'hui constituent des actes de guerre contre la Russie. Et de ce fait, les pays occidentaux, tout comme la Russie, ont besoin d'alliés. Il se trouve que, comme la plupart des pays européens étaient dépendants de la Russie en matière d'alimentation au niveau du gaz et du pétrole, ces pays cherchent aujourd'hui de nouvelles sources d'approvisionnement. Et la visite du chancelier allemand au Sénégal en est l'exemple le plus emblématique parce que l'Allemagne est intéressée à ce que le Sénégal puisse fournir à l'Europe du gaz liquéfié d'ici à 2 ans. Il s'y ajoute que l'Europe est intéressée par le Mozambique, également intéressée par tous les pays africains qui produisent du gaz. Donc, in fine, ce qu'il faut comprendre, nous avons des atouts. Nous devons donc les utiliser dans cette nouvelle reconfiguration de la puissance, dans cette nouvelle reconfiguration des relations internationales. L'Afrique a quelque chose et l'Afrique doit pouvoir les utiliser. Nous devons transformer nos faiblesses en puissance. Nous devons montrer que, en dépit et malgré en fait notre marginalisation dans les relations internationales, nous pouvons véritablement compter. Mais cela aussi demande un leadership. Cela demande une vision, notre capacité à comprendre les enjeux, mais également à ne pas tomber dans d'autres types de vassalisation. Parce que nous devons être équidistants de tout le monde. L'Afrique doit être équidistante de tout le monde. L'Afrique doit parler à tout le monde. Nous ne devons pas être les chasses gardées ni des Américains, des Européens, des Chinois, des Russes. Nous devons être nous-mêmes, défendre les intérêts de l'Afrique. Et dans ce conflit que nous vivons, le conflit en Irak, l'Afrique doit montrer qu'autant elle est attachée au droit international, mais l'Afrique ne doit pas aujourd'hui servir d'exutoire. L'Afrique ne doit pas prendre position. L'Afrique ne doit pas s'engager dans ce conflit. Ce conflit, on doit le résoudre parce que sa récurrence aura des conséquences dans les relations internationales graves. Et nous en vivons les conséquences. Mais l'Afrique doit également se préparer à faire face à de nouvelles crises. Et cela passe par notre compréhension, notre capacité aujourd'hui à comprendre les enjeux et être également des acteurs qui sont capables, à ce moment-ci de l'histoire, de dire que voici ce que l'Afrique veut et voici comment l'Afrique va se positionner. Mais ça, c'est un combat. Et je pense que les chefs d'État, à eux seuls, ne peuvent pas le gagner. C'est pour cela que votre émission, elle est importante. Votre télévision doit jouer un rôle important pour créer ce qu'on appelle la renaissance africaine. Parce que Cheikh Anta Diop l'avait montré, la question qui se pose, c'est véritablement construire le devenir de l'Afrique, faire en sorte que les Africains puissent avoir cette capacité, en fait, de cette conscience historique pour dire que, en dépit de ce que notre histoire nous a révélé comme fragilité, nous pouvons saisir ces moments pour créer cette nouvelle histoire où l'Afrique, en tendant la main au monde, va participer véritablement à la pacification du monde à travers ce que Senghor appelait la civilisation de l'universel. Merci beaucoup, Dr Serigne Bamba Gueye. Merci beaucoup. Vos explications nous ont permis certainement d'atteindre l'objectif de notre émission, c'est permettre à notre public de comprendre les enjeux géopolitiques dans lesquels se retrouve aujourd'hui notre continent, l'Afrique. Merci encore d'être resté en notre compagnie. Au revoir et à bientôt.